Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Bruno Gollnisch, vous revenez de Londres? Oui, oui, je reviens de Londres. Bon, bien que je n'aime pas beaucoup le registre compassionnel dans lequel donnent aujourd'hui la plupart des hommes politiques, je voudrais d'abord exprimer toute ma sympathie aux familles des victimes de ce terrible incendie qui a eu lieu à Londres, sans oublier d'ailleurs un incendie d'un genre tout à fait différent, mais tout aussi destructeur. C'est celui qui ravage les forêts portugaises, aussi un pays cher à mon cœur. Ceci étant dit, j'étais à Londres à l'invitation d'un club britannique de conservateurs, mais de conservateurs musclés, de conservateurs qui veulent conserver quelque chose. Des vrais conservateurs. Des vrais conservateurs, voilà. Il fallait en emporter quelques-uns qui ont beaucoup France. de sympathie pour le mouvement UKIP, qui ont tous été en faveur du Brexit, etc. Et qui m'ont fait un accueil absolument chaleureux. J'ai revu plusieurs de mes amis et j'ai été également reçu par la section locale du Front National. J'ai découvert une section très active de gens jeunes intégrés dans la société à un haut niveau pour beaucoup, informaticiens, financiers, etc., mais restés très patriotes, très attachés à la France, bien qu'ils vivent pour certains depuis longtemps en Angleterre et dans une excellente ambiance. Je trouve que ça a été très positif. Alors, j'ai pu constater que le Brexit n'avait pas apporté la catastrophe annoncée. J'ai pu constater aussi quand même que l'immigration dans ce pays avait fait des progrès tels que certainement la population européenne, je veux dire la population anglaise, anglo-saxonne, les indigènes en quelque sorte, ou les aborigènes, faut-il dire bientôt, sont en minorité certainement à Londres. Beaucoup de signes ostensibles d'un islam certainement très, très fort. Un islam conquérant. Oui, je crois, oui. J'ai pu constater aussi que la presse britannique était d'une mauvaise foi, qui n'a rien à envier à certains de nos journaux ou de nos médias audiovisuels. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est à propos de Theresa May, non pas que je sois partisan de Theresa May, voilà un journal qui a la réputation d'être sérieux, le London Evening Standard, qui daube sur la poignée de main à 1 milliard de livres, disons 1 milliard 200 000 ou 300 000 euros, quelque chose comme ça, de Madame May avec les représentants élus de l'Irlande du Nord. Car Madame May a raté complètement la dissolution, elle se retrouve avec une majorité plus faible encore que celle qu'elle avait avant, et elle s'allie avec ce parti d'Europe du Nord. Alors on dit c'est incroyable, c'est abominable, comme ils sont que 10 députés, ça met le député chaque député a reçu en quelque sorte 130 millions d'euros. On s'aperçoit, il faut aller très loin dans l'article, on se dit c'est extraordinaire, c'est un cas de corruption invraisemblable, il faut aller très loin dans l'article pour comprendre que c'est un accord de gouvernement qui prévoit un plan de développement pour l'Irlande du Nord, pour moderniser les transports, les dispensaires, les hôpitaux, les écoles, que ça s'étale sur plusieurs années, que ça n'a absolument rien d'anormal s'agissant d'une des composantes du Royaume-Uni, et que c'est un accord politique dans lequel les députés en question ne touchent pas un centime. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres de la mauvaise foi des médias locaux. Revenons en France. En France, il y a donc la rentrée de l'Assemblée nationale. Que vous inspire cette rentrée? Je suis content que Marine Le Pen, que 8 de nos amis rentrent dans cette enceinte où moi-même j'ai commencé ma vie parlementaire et où, je dois dire, j'aurais été assez heureux de faire un retour. C'est très bien qu'ils y soient. Bon, bien sûr, il y a une majorité écrasante de députés En Marche, que l'on présente comme des gens tout à fait nouveaux, tout à fait originaux. Bon, Monsieur de Rugy, qui est un homme assez pondéré, a été élu président de l'Assemblée nationale. Pondéré dans ses engagements et dans sa fidélité. Très pondéré dans ses engagements, puisqu'il avait été candidat à la primaire de la gauche
et que c'était évidemment le pacte explicite, c'était de se rallier au vainqueur. Le vainqueur, comme chacun sait, ça a été Benoît Hamon. Monsieur de Rugy a été l'un des premiers à se rallier à la candidature concurrente d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il en est récompensé aujourd'hui. Ma foi, c'est la moralisation de la vie politique. C'est la moralisation de la vie politique. Oh, mais dans ce domaine de la moralisation, alors il y a des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, il y a une personne que je trouve tout à fait admirable, qui est une magistrate qui a fait parler d'elle en même temps que Madame Eva Joly. C'était un tandem qui terrorisait un peu les milieux financiers et politiques quand ils étaient juges d'instruction. Et quelquefois à juste titre. Je veux parler, oui, quelquefois non. Je veux parler de Madame Laurence Vichnievsky, qui est quand même, ça n'est pas rien, avocate générale à la Cour d'appel de Paris. Si vous commettez un crime, mon cher ami, c'est elle qui va donc venir requérir contre vous en cour d'assises. Bon, eh bien, alors, elle a un parcours politique, parce que en réalité, beaucoup de ces candidats En Marche ne sont pas des poulets de l'année et ont derrière eux un parcours politique. Alors, elle, son parcours politique est assez admirable, parce que en 2010, elle se présente comme conseiller régional, et je crois qu'elle est élue Europe Écologie Les Verts, donc pour les Verts, dans le Var. Bon. En 2012, elle est candidate aux législatives à Marseille et elle obtient 2,57% des voix. C'est pas beaucoup. Elle est candidate aux législatives sous les couleurs du PS et du Front de gauche, bon, dans les Bouches-du-Rhône, donc à Marseille. Bon. En 2014, elle est également candidate aux municipales, sur la liste, cette fois-ci, du socialiste Menucci. En 2015, elle est élue conseillère régionale, Modem et UDI, dans la majorité de M. Vauquier. Vauquier, qui a la réputation d'être le plus droitiste vous direz que c'est pas très difficile, des républicains, et qui s'emploient méthodiquement à détruire tout ce qu'ont fait les socialistes dans les mandatures précédentes. Et ça ne gêne pas du tout Madame Vichnievsky d'être dans la majorité de M. Vauquier, et cette fois comme élue d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai qu'elle a quelques attaches dans le Puy-de-Dôme, mais voilà, il y a une itinérance géographique, mais ce que j'admire le plus, c'est son itinérance politique. Et enfin, en 2017, cette fois-ci, elle est élue députée. On quitte les 2,57%, on arrive à la majorité absolue grâce au coup de baguette miraculeux qu'est l'investiture du mouvement En Marche, La République En Marche, LREM. En marche vers la moralisation. Voilà, en marche vers la moralisation de la vie publique, certainement. Moi, je suis très admiratif du parcours de Mme Vichnievsky, qui montre une aptitude. Alors, ça me fait penser un petit peu aux vieilles canailles. Non pas du tout que Mme Vichnievsky soit une vieille canaille, mais j'écoutais l'autre jour, d'une oreille un peu distraite, je dois dire, à la télévision, le concert que donnait sous cet intitulé Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Voilà. Et alors, ils ont une chanson, enfin, Jacques Dutronc, en tout cas, a rechanté une chanson. Celle que vous avez sous les yeux. Voilà, je crois que j'ai là le texte qui s'appelle Je retourne ma veste. Non. Voilà. Juste là. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Eh bien, cette chanson-là, ce couplet-là, pourrait très bien s'appliquer à Mme Vichnievsky. Alors, Bruno Gollnisch, faites-vous des ménages comme Mme Goulard? Ah, vaste sujet, oui, parce qu'on parle de moralisation de la vie publique. Alors, c'est d'ailleurs la moralisation, semble-t-il, est en marche, puisqu'ont été éjectés du gouvernement les membres du Modem. Bon, tout ça devait laver plus blanc que blanc. M. Bayrou avait exigé comme condition de son ralliement une loi sur la moralisation de la vie publique, qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose au texte qui existe déjà. Bon. Mais voilà, pour monter au mât de cocagne, il faut avoir évidemment les fesses propres.
Je ne le critique pas du tout, ce qui les a poussés à démissionner. Que ce soit M. Bayrou, Mme Goulard et Mme de Sarnez, Mme Goulard, ministre de la Défense, dont on se demande d'ailleurs quelle qualité elle avait pour diriger nos armées. Elle en avait autant que moi pour être archevêque. Encore que comme archevêque, je pense que je serais peut-être pas si mal que ça. Mais d'ailleurs, son successeur, enfin, qui est une dame, il faut apparemment absolument maintenant mettre des dames aux armées. Je veux bien, je ne suis pas sûr que leur expérience militaire soit considérable, mais on dit que ce sont des gouvernements... Millon a bien été ministre de la Défense, il n'avait pas fait son service militaire. C'est pour ça que quand il l'est devenu, je lui avais dit, vous êtes le plus apte à diriger notre défense, puisque avant d'en devenir le ministre, vous étiez vous-même le soldat inconnu, donc c'est parfait pour présider les cérémonies à l'Arc de Triomphe. Bon, mais c'était un peu méchant de ma part, en un temps où la conscription existait encore tout de même. Bon. L'armée, d'ailleurs, n'incorporait pas tout le monde parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Et quand on était, par exemple, jeune père de famille, on était dispensé. Ce n'est pas déshonorant. Mais toujours est-il que moi, je crois que je suis un peu effaré de voir que la simple ouverture, et je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire de façon particulièrement solennelle, que la simple ouverture d'une enquête préliminaire conduit des ministres à démissionner. Alors avant, déjà, c'était la mise en examen. Ce n'est pas la peine qu'on nous bassine les oreilles de la présomption d'innocence. Bon, à la rigueur qu'une condamnation, et pas n'importe quelle condamnation, qu'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur et à la probité oblige un ministre à démissionner, je le comprends très bien. Mais une mise en examen, c'est déjà moins évident parce qu'on peut être mis en examen et parfaitement innocent. Et il est arrivé que des gens mis en examen ne soient finalement même pas traduits devant les tribunaux. Bon. Et que tout ça se termine par des non-lieux. Et puis, maintenant, c'est une enquête préliminaire. Alors ça veut dire que n'importe quel substitut du procureur, frais et moulu de l'École nationale de la magistrature, peut, en déclenchant une enquête préliminaire, faire et défaire les gouvernements, interférer, comme ça s'est vu, avec la campagne présidentielle. J'approuve tout à fait Marine Le Pen, qui a refusé de se prêter à ce jeu durant la campagne présidentielle, car la ficelle était un peu grosse, des convocations qui ne lui avaient pas été adressées quand elle réclamait d'être entendue, et qui subitement, comme prévu, arrivaient au cœur de la campagne. Alors ça, je trouve ça tout à fait anormal. En revanche, ce que je trouve très inquiétant, beaucoup plus inquiétant chez Mme Goulard, et je suis heureux qu'elle ait de sa démission, et ce qui, à mon avis, la disqualifiait pour diriger la défense française, ce sont les intérêts qu'elle a dans une fondation américaine obscure, l'Institut Berggruen. Oui, illustre peut-être, mais inconnu du grand public, l'Institut Berggruen. Madame Goulard a déclaré qu'elle recevait plus de 10 000 euros par mois. Elle a coché dans sa déclaration d'intérêt financier plus de 10 000 euros. Alors c'est légal peut-être, mais alors plus de 10 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire 11 000 euros, 12 000 euros, 15 000, 20 000, 30 000, on ne sait pas. Bon, de cet institut américain, sur fonds américains, où l'argent paraît couler à flot, et qui est évidemment, évidemment un moyen de pression, un moyen d'influence qui fait qu'un ministre qui reçoit des sommes pareilles ou qui en a reçu jusqu'à sa nomination n'est plus tout à fait libre d'avoir une stratégie indépendante en tout cas de celle des États-Unis d'Amérique. Mais c'est la moralisation de la vie des députés européens. Oui, je crois que ce serait tout à fait le bienvenu. D'ailleurs, je me suis aperçu en regardant un petit peu cela, je n'avais pas une mentalité particulièrement policière, qu'il y a un homme aussi qui bat tous les records, qui est un européiste convaincu, lui aussi, comme Mme Goulard, qui est M. Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, qui est un des plus virulents contre ce qu'on appelle les populistes, les eurosceptiques, etc. M. Verhofstadt reçoit aussi d'organismes étranges des sommes assez considérables qui doublent ou qui triplent son indemnité parlementaire. Je trouve que ça pose quand même un problème.
Alors, moralisation de la vie politique, moralisation aussi des médias. Et vous êtes un fervent défenseur de la CGT maintenant, Bruno Gollnisch. Pourquoi? Eh bien parce que la CGT, les journalistes CGT de l'AFP ont publié un communiqué pour alerter sur le fait que la direction avait bloqué les enquêtes, les informations qu'ils voulaient diffuser sur l'affaire Ferrand. Écoutez, heureusement qu'il y a le canard enchaîné, parce que pour nous montrer, je crois que c'est aujourd'hui évident que M. Ferrand a pratiqué le conflit d'intérêts véritablement comme un système à la direction des mutuelles du Mans. C'est effectivement tout à fait regrettable que l'AFP n'ait pas cru devoir faire part de ces informations, s'agissant quand même d'un personnage qui occupait un rôle très important dans la majorité actuelle. Alors, moralisation... Et qui l'occupe toujours, parce qu'il a été débarqué du gouvernement pour prendre la tête du groupe parlementaire. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, mais c'est la moralisation de la vie politique. Voilà, après, moralisons. Moralisons donc les médias aussi, en France, en Angleterre. Moralisons aussi la vie des citoyens avec la décision étonnante, après la publication d'un sondage d'Opinionway qui annonce que près de 80%, 78% des Français sont pour que les enfants reconnaissent que les enfants doivent avoir un père et une mère. Le comité national consultatif d'éthique a dit que non, on pouvait ouvrir la PMA donc aux personnes de même sexe, aux femmes de même sexe et aux femmes seules. Vous êtes Oui. pour? Bon, le comité d'éthique, c'est du TOC. Bon. Moi, j'ai toujours été très clair en ce qui me concerne. Je ne jette pas la pierre du tout, je n'injurie pas, je respecte les personnes homosexuelles, ça ne fait pas de moi un partisan de l'homosexualité. Je ne me reconnais aucun droit ni de les attaquer, encore moins de les injurier ou de les discriminer de quelque façon que ce soit. Ceci étant, leur choix de vie exclut la procréation. Et je crois que cette décision du comité d'éthique est très grave parce qu'elle inverse complètement les priorités telles qu'elles résultent du droit naturel. La création d'un enfant n'est pas destinée au premier chef à satisfaire les besoins affectifs de ses parents ou de ses parents nourriciers. Bien sûr, je comprends le désir d'enfant qu'ont les personnes, notamment les couples frappés par la stérilité. C'est tout à fait naturel. Mais encore une fois, s'agissant des couples homosexuels, ils ont un mode de vie qu'ils ont librement choisi, qui exclut la procréation. Il ne saurait se prévaloir de je ne sais quel droit à l'enfant. L'enfant n'est pas là pour satisfaire leurs besoins effectifs. Les enfants ont besoin, pour leur équilibre, autant que faire se peut, d'avoir la présence d'un père et d'une mère. Après la question de la morale dans la vie privée des Français, après la question de la PMA, abordons une question économique. Il y a le journal Les Échos est assez pessimiste dans une analyse de la situation économique, prévoyant une crise financière. Oui, ben je crois que... J'espère que ça n'arrivera pas, mais je crois qu'on va tout droit à la catastrophe. Alors, le déficit de notre balance des paiements est abyssal. Et l'on voit d'ailleurs dans le monde un dérèglement complet des mécanismes. Maintenant, le Japon emprunte à des taux négatifs. C'est-à-dire que vous lui donnez de l'argent et au bout de quelques années, il vous en rend moins que ce que vous lui en avez apporté. Mais il se trouvera des preneurs parce que le cours du yen, ceci, cela, etc. L'Argentine, c'est au bord du gouffre, c'est déjà arrivé d'ailleurs, je crois, ou le Brésil, je ne sais plus. Qui a fait défaut une dizaine de fois en 150 ans. C'est ça. Alors maintenant, emprunte sur 100 ans. 100 ans. D'accord. Sur 100 ans. Comme la Belgique, comme le Mexique, comme EDF. Oui. Non, je crois que
Il y a des soucis. Ce système financier est complètement hors sol, n'a plus aucun contact avec les réalités, et un jour ou l'autre, les réalités vont cruellement se rappeler aux souvenirs de nos compatriotes. C'est ce que dit Bernard Arnault, qui est censé être bien informé. Et il y a quelques jours, à CNBC a déclaré « En ce qui concerne le climat économique, la situation actuelle à moyenne échéance est tout simplement effrayante. Je ne pense pas qu'on sera capable globalement d'éviter une crise lorsque je vois les taux d'intérêt aussi bas, lorsque je vois tous ces montants colossaux d'argent être déversés dans le monde, quand je vois les cours des actions bien trop hauts, je pense qu'une bulle est en formation et qu'un jour elle va exploser. » Alors vous partagez, vous donnez les mêmes conseils que Bernard Monod, donc stratégique économique du Front National, qui conseille de sortir un maximum de liquide de la banque, d'avoir le moins d'argent possible sur ses comptes, qui conseille d'acheter de l'or. Je conseille en tout cas de n'avoir aucune confiance dans les assurances qui sont données, selon lesquelles seraient garantis en tout cas les dépôts jusqu'à 100 000 euros, etc. Cela ne tiendra pas en cas d'explosion de la bulle en question. Alors, revenons aux questions européennes. Oui, pour Madame Tesson. Précisons bien pour Madame Tesson de France 2 que nous parlons de questions européennes, pas seulement de questions de politique française. La France fait partie de l'Union européenne. Madame Goulard était députée européenne, voilà, absolument. etc. Donc quand même, Madame de Sarnez était ministre des Affaires européennes. Donc Madame Tesson, ne m'en veuillez pas d'évoquer toutes ces questions. On a parlé de votre voyage à Londres, Bruno Gollnisch. Oui, à Londres, voilà, à propos du Brexit. Quand même. Elle est quand même, Londres, l'Angleterre est encore européenne. Voilà, alors, pour le moment. Justement, l'Union européenne a engagé un processus pour punir 3 pays, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. Oui, c'est le groupe de Visegrad, enfin des composantes du groupe de Visegrad, sous le prétexte qu'ils ne veulent pas de migrants. Mais écoutez, dans le... C'est pas bien ça. Dans le contrat initial, européen, c'est clair. C'est la liberté de circulation des personnes et des marchandises et des capitaux, mais à l'intérieur de l'Europe. Il n'a été nulle part écrit qu'ils étaient tenus d'accepter des non-européens. Voilà, ces pays ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage de la submersion. Alors on va trouver que c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est même très méchant, mais c'est ainsi. Et les sanctions dont on prétend les frapper, c'est tout à fait absurde, et je pense que ça va contribuer à dresser contre l'Union européenne un nombre croissant de citoyens. Alors, M. Macron a déclaré à la télévision qu'il fallait accueillir des réfugiés parce que c'était notre honneur, c'était notre tradition. Vous êtes donc contre l'honneur et contre la tradition, Bruno Gollnisch? Non, je ne suis ni contre l'honneur ni contre la tradition, mais la tradition n'a jamais été d'aller chercher à 2 ou 3 000 des côtes de plus en plus loin, parce qu'on va les chercher de plus en plus loin, effectivement. On va les chercher de plus en plus près des endroits où ils partent. Donc c'est vraiment pain béni pour les trafiquants. Et il suffit de mettre... Et alors, plus on met les gens sur des esquifs fragiles, plus on a des raisons d'appeler les secours. Et ce sont les trafiquants eux-mêmes qui appellent la marine italienne ou le corps maritime, qui d'ailleurs été commandé ces derniers temps par un contre-amiral français que j'ai pu interroger lors d'une réunion européenne. Tout ceci est parfaitement aberrant. C'est parfaitement aberrant. Ça n'a rien à voir avec les traditions françaises. Les traditions françaises étaient des traditions d'asile politique. D'accord, on recevait Chopin parce que c'était un patriote polonais, qu'à l'époque, la Pologne était annexée par la Russie. Bon, voilà, on recevait quelques esprits forts ou quelques personnalités politiques pourchassées par leur gouvernement. On ne sait, la tradition française n'est pas de se laisser envahir, serait-ce par des gens désarmés. Parce que si le fait que les gens soient désarmés nous oblige à ouvrir nos frontières, on peut dire que, après tout, les Allemands
En 1940, ils n'ont rien compris. Au lieu de venir en uniforme vert de gris avec des panzers, ils auraient dû venir traverser la frontière avec toute leur famille et des valises en carton. Et comme ça, ils auraient pu, en quelque sorte, envahir la France sans que nous réagissions. Bon, c'est évidemment tout à fait absurde. Donc vous ne voulez pas, Bruno Gollnisch, que la France devienne une gigantesque jungle de Calais? Voilà. Alors, justement, au niveau de... Revenons aux questions européennes, il y a donc un processus d'adhésion, d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Et il y avait une conférence organisée par le groupe ENL, donc par Édouard Ferrand, sur cette question de la Turquie. Que pensez-vous de ces questions? Notre ami Édouard Ferrand, député européen du Front National, c'est le bon Ferrand, lui. Voilà. C'est le bon Ferrand. Oui, ben, écoutez, ils ont eu tout à fait raison, parce que, soi-disant, comme M. Erdogan n'est plus politiquement correct, on a arrêté le processus d'adhésion, mais en fait, on négocie l'union douanière. Bon, c'est un pas considérable elle existe déjà, mais on veut l'étendre à d'autres secteurs, aux services, etc. C'est-à-dire qu'en réalité... L'agriculture aussi. À l'agriculture, c'est-à-dire que nos agriculteurs vont apprécier, ouais, et puis ils vont bien, tout va bien. Oui. Et puis ils ne reçoivent pas leurs subventions, ils sont les premières victimes de la prolongation des sanctions, avec l'absurde prolongation des sanctions contre la Russie. Tout cela est absolument catastrophique, mais on marche littéralement sur la tête. Alors, autre question concernant le Moyen-Orient, la question de la Syrie. Que pensez-vous de l'évolution? Que pensez-vous de la déclaration américaine annonçant que le gouvernement syrien allait utiliser à nouveau une arme chimique? Jusqu'à maintenant, il n'a jamais été prouvé réellement qu'il y avait eu utilisation par le gouvernement. Par contre, il y a eu des preuves que les rebelles avaient utilisé des armes chimiques. Oui, mais qu'en pensez-vous? Oui, j'ai entendu lors de la dernière utilisation d'armes chimiques des commentaires parfaitement absurdes. Par exemple, une journaliste disant mais de toute façon, le gaz sarin peut être produit par un État. Elle oublie qu'il y a une secte, une poignée de frappadingues au Japon, la secte Aum Shinrikyo, qui a réussi à fabriquer du gaz sarin et le répandre dans le métro de Tokyo et faire des dizaines de morts comme ça. Bon. Donc c'est parfaitement possible d'en fabriquer de façon artisanale. Je trouve ça d'ailleurs très étonnant qu'on arrive à savoir que, attention, on va utiliser des gaz toxiques. Ah bon, ils sont vraiment dans le secret des dieux. Écoutez, cette affaire sent très mauvais. Ça pue le montage politique. Bachar el-Assad, on peut penser ce qu'on veut de Bachar el-Assad. On peut dire que le régime était brutal, était sévère, tout ce que vous voulez. Mais il est en train de gagner la guerre. Il la gagne avec l'appui des Russes et aussi quand même avec l'appui des Occidentaux qui bombardent Daesh. Il sait que ce qui peut lui aliéner ce concours, c'est précisément l'usage du gaz toxique pour un avantage tactique ponctuel dans un quartier quelconque d'une ville ou autre. Et il irait donner l'ordre, cependant, d'utiliser ces gaz. Tout à fait, ce serait un comportement absolument suicidaire de sa part, complètement absurde. Non, ce que je n'exclus pas, c'est que nous assistions au début d'un montage qui serait destiné à éliminer Bachar el-Assad, dans lequel nos chancelleries, françaises, allemandes, à la botte, à la suite, dirons-nous, du gouvernement de Washington et de l'OTAN, voilà, trouverait ce moyen expédient pour éliminer un personnage encombrant pour les futures négociations et pour le nouvel ordre mondial. Bruno Gollnisch, vous avez une réunion avec la commission pour la délégation pour le Japon, pour les relations avec le Japon, où il y a des discussions importantes, spécialement en ce moment avec justement la conclusion aussi d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Donc nous allons vous laisser rejoindre la délégation. Juste un mot pour terminer quand même sur un dernier sujet qui me frappe beaucoup, c'est le piratage informatique massif auquel nous avons assisté.
Je crois que cette affaire, et je reprends ce que je dis personnellement depuis des années, montre à quel point nos sociétés sont vulnérables en raison du monopole de Microsoft. Tout le monde fait ses calculs sur des tableurs Excel. Moi-même, d'ailleurs, j'écris mes articles sous le logiciel Word. Il y a des failles dans ce logiciel. La NSA, l'agence de la société américaine, utilisait ces failles et semble-t-il, elle s'est fait piquer le procédé. Cela montre à quel point notre indépendance est nécessaire dans ce domaine aussi de l'informatique. Bruno Goennich, merci. Merci.